On se retrouve pour la dernière correction des exercices sur l'électricité, donc les derniers exercices de l'année, qui vise cette fois-ci à utiliser ce qu'on appelle la loi d'Ohm et à apprendre à tracer une caractéristique. Donc le premier qui était à faire était l'exercice 15, page 287. Pour réaliser cet exercice, on vous parle d'un conducteur ohmique. Donc par définition, un conducteur ohmique, c'est un conducteur qui vérifie la loi d'Ohm, la loi que l'on va utiliser aujourd'hui. Alors ce conducteur ohmique ici est une résistance. Je vous rappelle qu'il ne faut pas confondre le terme résistance qui est une propriété qui se note grand R et qui s'exprime en ohm. Et plein d'objets ont une résistance, c'est ce qu'on appelle la capacité d'un dipôle à s'opposer au passage du courant. Voilà ce que c'est la résistance. Et avec le dipôle résistance, qui est un dipôle dont sa seule utilisation est de s'opposer au passage du courant. Donc la résistance a une résistance entre guillemets. Mais je pourrais très bien dire que cette règle entre guillemets, ce dipôle règle, a une résistance elle aussi. Donc ne confondez pas les deux. Ensuite, on vous demande de donner la relation qu'il existe entre la tension UAB, comme on l'a vu, la tension UAB est une tension qui pointe vers A, et surtout, vu que c'est un dipôle passif qui est en convention récepteur, la flèche de tension est en sens opposé à la flèche du courant. Donc, ce qui relie les deux, c'est justement la loi d'Ohm qui vous dit que UAB est égal à R, la résistance, la propriété du dipôle, fois I, l'intensité qui circule et qui traverse le dipôle. L'intensité du courant, pardon, qui traverse le dipôle. Donc voilà pour la question numéro 1, en précisant le nom et les unités de différentes grandeurs. Forcément, UAB, c'est la tension aux bornes de la résistance. R, c'est la résistance, la propriété résistance, et I, c'est l'intensité du courant. Pour que la loi soit utilisable, UAB va être en volts, la résistance en ohms et l'intensité du courant en ampères. Attention à bien faire la conversion avant de faire les calculs. Donc on vous demande de calculer UAB. Lorsque justement I est égal à 20 mA, sachant qu'elle est égale à 1 volt lorsque I est égal à 10 mA, en fait, on vous demande UAB qui vaut R fois I, sachant qu'on connaît I. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas R. Vu qu'on ne connaît pas R lorsque I est égal à 20 mA, on utilise le deuxième cas, c'est-à-dire que je peux dire que R, c'est UAB divisé par I. Je vais tout simplement passer ce terme de l'autre côté et on obtient ça. Donc dans l'exemple, on peut très bien dire que R, c'est 1,0 volts divisé par 10 mA ou encore 10, 10, moins 3. Donc 1 sur 10, 10, moins 3, ça vous donne R qui vaut 10, donc 1,0 fois 10 puissance 2 ohms, ou encore 100 ohms. Et ici, vous avez le bon nombre de chiffres significatifs. Maintenant qu'on a la valeur de la résistance, on peut revenir au premier calcul en disant que UAB, c'est R 1,0 10 puissance 2 qu'on vient de trouver, multiplié par I, l'intensité du courant, qui cette fois-ci est de 20 mA. Donc 20 10 moins 3. Et vous trouvez une tension UAB qui vaut tout simplement 1,0 10 puissance 2 fois 20 10 moins 3. Je vais donc avoir 20 10 puissance 2 fois 10 moins 3, ça vous fait 20 10 moins 1 volts, ou encore UAB égale 2,0 volts. Ça, c'était la version un petit peu costaud hard pour corriger cet exercice. La version un petit peu plus avec les mains, c'est de se dire que la loi d'Ohm, elle dit quoi? Elle dit que la tension est proportionnelle. Alors, pardon, la tension aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse.
Donc là, si je vois, en gros, je fais un petit tableau de proportionnalité, U, A, B, I. Dans le premier cas, j'ai 1,0 volts et 10 milliampères. Dans le deuxième cas, j'ai 20 milliampères. Je ne sais pas combien j'ai ici. Soit je fais un produit en croix, soit je me rends tout simplement compte que c'est multiplié par 2. Je passe de 10 à 20 milliampères, donc je passe bien de 1 volt à 2 volts, ce que je retrouve ici par le calcul. Vaut mieux savoir utiliser cette méthode-là que celle-ci. Celle-ci s'apparente plus à ce que vous avez pu faire au collège, et celle-ci avec des calculs un petit peu plus complexes. Voilà pour cet exercice 15. On va donc pouvoir passer à l'exercice 16. Page 287, qui lui fait appel à une technique mathématique pour justement calculer, tracer la caractéristique. Alors ce qu'on appelle une caractéristique, c'est toujours de tracer le doublet UI, ou IU, ça dépend. Donc pour cela, on va tracer soi-même le graphique, on va choisir une échelle. La tension U, ici en ordonnée, varie de 2 à 9 volts, on pourrait très bien prendre 1 cm pour 1 volt. Donc si ici j'ai 0. Et l'intensité va de 9 à 40 mA, donc je peux prendre 1 cm pour cette fois-ci, hop, on va faire ça comme pour 10 mA. Et on va donc aller jusqu'à, voilà. Donc ici j'ai I, l'intensité en milliampères. Ici j'ai U, la tension en volts. Je n'oublie pas les graduations. Voilà, donc ici j'ai 1 volt, 2 volts, 3 volts, etc. Et pour les milliampères, je n'oublie pas les graduations ici. Donc ici j'ai 10 milliampères, 20 milliampères, 30 milliampères, etc. J'aurais pu d'ailleurs faire par 2, c'est-à-dire avoir une graduation pour 5 milliampères plutôt que 10. Donc pour le premier point, j'ai donc 2 volts ici. Et j'ai 9 milliampères, c'est-à-dire 9 mm là. Voilà, donc j'ai donc mon premier point qui est ici. Le deuxième point pour 22 milliampères. Donc je pense bien à prendre 2 mm plus loin. Cette fois-ci, on a 3, 4, 5 volts. Alors, on pourrait très bien utiliser aussi un tableur, un grapheur de type régressi. On peut utiliser Python, on peut utiliser Excel, on peut utiliser plein de choses différentes pour pouvoir faire ce graphique. Pour 33 milliampères, cette fois-ci, hop, on est là. On obtient 7 volts, 5, 6, 7. On a ici les 7 volts. Et pour finir, pour le dernier point qui est 7, 8, qui est à 9 volts, on a cette fois-ci 40 milliampères qui sont là. Voilà. Et donc maintenant, on peut très bien voir que ces points semblent alignés. On peut y en tracer une courbe de tendance. Alors je ne le ferai pas ici, surtout c'est que mon tracé est totalement approximatif. Et pour nous dire qu'on a, donc ça c'est la courbe de tendance qu'on pourrait tracer avec la méthode des moindres carrés par exemple. C'est ce que vous fait lier par exemple le logiciel Regressi lorsqu'il vous calcule une modélisation. Et on pourrait très bien dire qu'ici on a une courbe de tendance qui est linéaire et donc du type y égale ax ou encore u égale a, puisque ici en ordonnée j'ai u, a le coefficient directeur fois x, c'est-à-dire ici i, l'intensité en milliampères. On retrouve quoi? On retrouve la loi d'Ohm. La loi d'Ohm qui me dit que quoi? Que cette droite qui a une pente a, en fait la valeur de la pente c'est tout simplement R, la résistance. Alors comment calculer la résistance? Soit graphiquement je peux calculer le taux d'accroissement, soit tout simplement je peux prendre deux points au hasard en disant que R est égal à A, est égal en prenant deux points à YB moins YA sur XB moins XA, c'est quelque chose que l'on fait en mathématiques assez facilement. Et donc si je prends les deux points extrêmes de la droite, je vais avoir 9 moins 2 divisé par 40 moins 9
On n'oublie pas de faire 10-3 pour avoir des ohms, et puisque ça c'est des temps milliampères. Et vous trouvez exactement, c'est pas le moment. Donc on n'oublie pas les parenthèses, 9 moins 2 divisé par, alors on va mettre une double parenthèse, 40, 10 moins 3, on va plutôt faire comme ceci. On va le faire en deux fois, 40, 10 moins 3, moins 9, 10 moins 3, je ferme mes parenthèses, et j'obtiens un résultat de 2,3 fois 10 puissance 2 ohms avec le bon nombre de chiffres significatifs. Donc c'est-à-dire 230 ohms. Mais attention, je vous rappelle que le 0 ici ne compte pas. Donc voilà comment, à partir de ce qu'on appelle une caractéristique, on obtient la résistance. Alors attention, il y a plein de caractéristiques possibles. Vous pourrez voir que par exemple les diodes ont une caractéristique comme ceci. Vous pourrez avoir aussi des caractéristiques d'autres dipôles un peu plus tard différents. Mais voilà comment on trace la caractéristique tension en fonction d'intensité. Donc on en a fini avec cet exercice 16. Il ne reste plus que le dernier exercice, c'est-à-dire l'exercice 20, page 288. Alors cet exercice 20 est un peu plus compliqué, puisque justement il fallait un peu décortiquer l'exercice pour pouvoir le résoudre. Vous avez un capteur électrique qui est alimenté, dans un capteur électrique, on alimente un dipôle résistif dont la résistance dépend d'un paramètre extérieur, c'est-à-dire vous avez une alimentation continue, un ampèremètre de façon à pouvoir mesurer l'intensité du courant, une résistance ici R2 qui est une résistance simple, la résistance R3 qui est variable en fonction du paramètre extérieur, et ici une résistance R1 qui on vous donne à chaque fois les valeurs dans l'énoncé. Alors moi là je le fais un petit peu mal élevé, mais surtout sur vos cahiers, n'hésitez pas à utiliser vos carreaux pour placer les dipôles à l'avance. Comme ça, ensuite, vous n'avez juste qu'à prendre votre règle et faire tomber pile poil tous les dipôles au bon endroit et tous les traits au bon endroit. Hop, je pense que je n'oublie rien. Il va falloir aussi apprendre à dessiner rapidement les circuits pour ne pas avoir trop de soucis. Donc vous avez, j'ai oublié évidemment, le fil qui passe à l'intérieur. On n'oublie pas le sens du courant. Vous avez ici le courant I1 que l'on retrouve ici, qui va se séparer en deux, I2 d'un côté, I3 de l'autre. Vous avez le point D, ici le point A, le point B, le point C, le point D, ici le point E, et pour finir le point F. Et on vous donne la tension UAF, qui est la tension aux bornes de la source de tension, qui vaut 12,0 volts, plus les résistantes qui sont de l'autre côté. On vous dit que l'ampèremètre affiche une intensité de 6 mA, donc votre autre donnée, c'est que I1 est égal à 6,0 mA. Voilà votre deuxième donnée. On vous demande de déterminer les intensités I2 et I3 dans le courant qui circule à chaque fois. Donc pour pouvoir déterminer ça, il va falloir justement déterminer la tension ED. Alors pour déterminer la tension ED, c'est un problème, c'est qu'il faut déterminer d'abord la tension DC. Donc comment on va appliquer cela? La première chose, on va essayer de déterminer cette tension CD. Essayons de regarder l'optique. Si, dans mon chemin de pensée, j'essaie de dérouler l'exercice. Pour avoir I2, il me faut forcément, et pour avoir I3, il faut R2 et R3, que j'ai dans l'énoncé, mais surtout il faut la tension UDE. Le problème, c'est que la tension UDE, je ne l'ai pas. Parce que je vous rappelle que I2, R2, I2 égale UDE, ça c'est la loi d'Ohm, et R3, I3 égale UDE. Voilà. Donc il me faut UDE. Le problème, c'est que UDE, je ne l'ai pas. Donc pour avoir UDE, je peux faire une loi d'émail. La loi d'émail me dit quoi? Me dit que UAF plus U DC plus U ED on a à l'envers plus U FE
égale 0. Alors je vous rappelle que UFE égale 0 puisque c'est un fil, mais le problème c'est que UAF, je l'ai. UDE qui est égal à moins UED, c'est celle que je cherche, mais je n'ai pas UDC non plus. Donc pour avoir UDC, il faut utiliser la loi d'Ohm pour avoir justement, connaissant I1, je vais connaître UDC. Donc d'où la question 1. La loi d'Ohm me dit quoi? Que UDC est égal à R1 I1. R1, on me le donne, c'est 1,0 fois 10 puissance 3. I1, on me le donne, c'est 6,0 fois 10 puissance moins 3. Les 10 puissance 3 s'annulent. Donc j'ai UDC qui vaut 6,0 volts. Maintenant que j'ai ça, question 2, on vous demande d'en détruire la tension UDE. Si j'écris toutes les tensions dans cette maille-là, donc j'ai ici la tension UAF, j'ai ici la tension UCD et ici la tension UDE. Maintenant qu'on a ça. Alors, pardon d'ailleurs, je n'ai pas fait UDC mais UCD ici. Voilà, que je ne me trompe pas. La loi des mailles me dit quoi? Dans la maille ici, que je fais en pointillé, me dit que UAF est égal à UCD plus UDE. On peut même presque reconnaître une relation de Chade ici en mathématiques. Donc connaissant UAF maintenant, connaissant UCD maintenant, je vais dire que UDE, c'est bien UAF moins UCD. Et donc je vais avoir UDE qui vaut UAF les 12 volts, UCD les 6 volts, et j'ai donc UDE qui vaut 6,0 volts. Attention, là ce sont les chiffres significatifs, ce ne sont pas les chiffres significatifs qui comptent, ce sont les décimales puisqu'on a une addition-soustraction. Voilà pour la question numéro 2. Et maintenant, connaissant UDE, je vais pouvoir appliquer la loi d'Ohm qui me dit que UDE est égal à R2 I2 et UDE est égal à R3 I3 pour justement calculer à chaque fois I2 qui vaut UDE sur R2 et I3 qui vaut UDE sur R3. Donc je vais avoir I2 et I3 qui valent, UDE est donné 6,0 à chaque fois. R2 et R3 qui sont donnés, R2 on a 1,5 fois 10 puissance 3 kOhm. Et R3 on ne vous le donne pas. Donc pour l'instant on ne le saura pas. Après peut-être qu'on pourra calculer justement R3 à ce moment-là. Maintenant qu'on a ça, il suffit de faire ce calcul. 6 divisé par 1,5 fois 10 puissance 3, ça va donner sûrement 200 mA. Perdu, n'importe quoi. Ça vous donne... Alors, évidemment, j'ai fait une puissance de 10 qui ne va pas. Voilà, ça donne 4 mA. Donc vous avez 4,0 10 puissance moins 3 ampères qui valent I2. Alors pour finir et pour calculer I3, on utilise au nœud D, c'est-à-dire à ce nœud-là, que I1 est égal à I2 plus I3. Je vais donc avoir quoi? Que I3 est égal à I1 moins I2, I1 qui vaut 6,0 10 moins 3 ampères, I2 qui vaut 4,0 10 moins 3 ampères, et donc on tombe sur I3 qui vaut 2,0 10 moins 3 ampères, ou encore 2 milliampères. Ça pourrait me permettre justement de savoir quelle est la valeur de R3. C'est pas donné de demander dans l'exercice, mais il est assez facile de voir que si j'ai UDE qui vaut R3 I3, eh bien R3 c'est UDE sur I3. UDE, on l'a dit, c'est 6 volts. 6 volts sur 2 milliampères, ça va vous donner sûrement 3 kOhm. Je pense que ça va être ça le résultat. Donc on pourrait tomber sur R3 qui vaut 3 kOhm. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cet exercice-là, la finalité étant de trouver des intensités, il fallait dans un premier temps détailler point par point comment est-ce qu'on allait pouvoir enchaîner les données pour pouvoir trouver la donnée finale.
Donc voilà ce qui conclut cet exercice. J'espère que ça a été assez clair pour vous et que tout est compréhensible, en tout cas que vous avez correctement vu. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, c'était le dernier de l'année. J'espère que ça vous a bien servi. Passez de bonnes vacances et puis à la prochaine.